Je suis ravi de cette introduction parce que je compte arriver avec des propositions un peu complémentaires par rapport à ce qui vient d'être dit, et aussi ce que j'ai envie de vous raconter va résonner avec ce qu'on a déjà évoqué aujourd'hui. Alors, je viens parler en tant que chercheur qui fait de la co-création, mais aussi en tant que membre actif de l'Open Lab Bruxelles. Et à ce titre, je remercie d'ailleurs mes collègues, Étienne Toffin, mais aussi ceux de la VUB qui participent à animer cet espace et dont je vous parlerai plus dans un instant. Alors, je pense qu'on l'a déjà dit, mais je vais peut-être un peu radicaliser le propos. La situation est vraiment extrêmement difficile, compliquée. Certains parlent de crise énergétique ou autre. Moi, je ne pense pas que c'est une crise, parce que une crise a un caractère éphémère et de spontanéité, d'inattendu. Or, ce qui est en train de nous arriver, ça fait 50 ans qu'on sait que ça va nous tomber dessus. Ça fait 30 ans que les scientifiques du GIEC crient, sonnent le tocsin un peu dans le désert. On voit beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et dans ce basculement auquel on est en train d'assister, la question que j'ai envie de poser, c'est comment est-ce que l'université, au moins une partie de l'université, serait en capacité de renouveler certaines de ces méthodes. Donc, quand moi je dois raconter un peu ce qui est en train de nous arriver à mes étudiants, parce que je donne des cours transversaux en faculté des sciences, je me défie désormais des discours effondristes qui sont pour moi un poison pour la pensée, qui vont nous plonger dans les formes de désespoir. Et on voit bien la dépression qui peut surprendre pas mal d'étudiants, mais j'essaye de leur dire qu'en fait, ils vivent dans une époque incroyable, c'est unique dans l'humanité, ils vont assister à un changement de civilisation. C'est ça qui va nous arriver, c'est inéluctable, on n'a pas le choix, on va devoir changer de civilisation, on va basculer vers d'autres modes de rapport entre nous, avec le vivant, avec tous les conflits terribles. On est en train encore, et on en a encore pour des années à vivre dans les ruines de l'ancien monde, et ces ruines vont nous coller. Mais en tous les cas, il y a des tas de choses à faire, et c'est ce genre d'énergie-là que j'ai envie d'impulser aussi au sein de notre université. Et pour pouvoir articuler des scientifiques qui paniquent ou bien qui sont désespérés parce qu'ils ont beau crier, ça ne marche pas. Il y en a même maintenant qui appellent à des actions de désobéissance civile. On en voit un peu de plus en plus. Et en même temps, de l'autre côté, des étudiants qui soit désespérés, soit qui bifurquent, qui disent désertent. On en voit qui ne veulent plus de ce monde-là. Je pense que dans cette situation, l'université a vraiment quelque chose à faire. D'abord, il faudrait peut-être partir d'un constat. C'est un premier constat personnel. Il faudrait faire un diagnostic partagé. Je n'ai pas le temps, mais je serais heureux de pouvoir en discuter avec vous ultérieurement. Mais il est manifeste que toutes ces questions socio-écologiques intéressent énormément de monde. Ça les concerne au premier chef. Mais aujourd'hui, les citoyens, les associations ont du mal à s'emparer de la complexité des problèmes et donc font appel régulièrement aux scientifiques parce qu'on assiste effectivement à des asymétries de savoir et de pouvoir énormes. Et donc une des questions, c'est comment on peut diminuer ces asymétries. On en a parlé tout à l'heure, il y a un grand désir des étudiants de venir à l'université, mais essentiellement pour avoir un diplôme qui est valorisé dans la société, quoiqu'il soit de moins en moins valorisé comme on l'indiquait. Et ça, c'est au détriment d'une série de métiers plus manuels dont on a de plus en plus besoin, dont la pénurie se fait sentir. Et vu la transition ou le basculement dans lequel on est impliqué, on va avoir besoin de bricoler beaucoup plus. Donc c'était assez intéressant de voir Kim Oosterlings nous dire on va devoir bricoler dans notre université. Mais je pense que ce n'est pas que dans l'université qu'on va devoir bricoler, c'est partout, à tous les niveaux de la société. Donc ça veut dire quoi bricoler? Comment on peut apprendre que ce ne soit pas juste du bricolage, mais aussi des formes d'expérimentation. Une expérimentation, ça veut dire qu'on planifie quelque chose afin de pouvoir en tirer collectivement des résultats, des leçons qu'on peut ensuite transmettre et monter en échelle. Donc on a besoin de ce genre d'expérimentation.
et de bricolage, de living lab pour pouvoir produire des nouvelles connaissances qui sont à la hauteur des enjeux. On a parlé d'interdisciplinarité beaucoup, hein. Moi je vais vous parler aussi de transdisciplinarité, c'est-à-dire de recherches qui sont faites avec des citoyens, des associations, des gens qui sont hors université. Ça se fait de plus en plus. Hein, donc je vous ai mis le petit schéma bien connu. Hein, donc l'idée du tournant néolibéral, hein, de l'innovation, c'est celui de l'association entre université, industrie, gouvernement. On y a joint les questions de société aujourd'hui, d'écologie. On voit que c'est de plus en plus complexe, qu'on a besoin de plus en plus d'acteurs pour faire ou fabriquer les connaissances, en tout cas certaines connaissances dont nous avons besoin. Je tiens quand même à dire quelque chose, c'est que si on fait de l'interdisciplinarité ou de la transdisciplinarité, on a encore besoin des disciplines individuelles. Hein. Donc c'est ce que je suis en train de vous dire, ça vient en complément, ça s'ajoute aux activités qui existent et qui doivent évidemment se perpétuer. Donc, c'est quoi ce type de recherche, hein, dont Nicolas Doty parlait déjà un petit peu d'une certaine manière et qui est vraiment en train d'émerger, qu'on appelle de différents termes, recherche action participative, science citoyenne, co-création, etc. Ce sont vraiment la production de connaissances scientifiques, mais avec des acteurs extra-académiques. Alors là, comme c'est un champ relativement émergent et complexe, je vous ai mis quelques idées de quelques manières de faire. Ça peut se faire à différents niveaux. Hein. On peut être dans des niveaux plus ou moins collaboratifs. En tous les cas, l'idée, c'est d'aller au-delà de la simple utilisation des citoyens comme collecte des données, mais de faire participer les citoyens et les associations aussi à l'analyse des données. On peut, dans un processus de co-création, en fait, les associations participent du début à la fin à la recherche, même s'ils n'interviennent pas tout le temps et selon, évidemment, leurs modalités propres, mais elles amènent en général leurs questions. Ça demande une traduction, évidemment, ça demande un dialogue permanent, donc c'est pas facile, ça prend du temps. Mais elles apportent aussi leurs connaissances fines du terrain, des tas de savoirs et de compétences que nous, à l'université, nous n'avons pas, mais nous apportons en revanche des cadres d'analyse, des méthodes rigoureuses qui permettent justement de cadrer le processus de recherche. Et donc on peut avoir différents degrés dans ces recherches collaboratives qui peuvent être plus ou moins intégrées selon les questions qu'on se pose, selon le type d'association auquel on a affaire. Je ne vous cache pas que c'est un exercice compliqué. C'est plus compliqué que de faire de la recherche en bureau ou en laboratoire, parce que là, on rajoute des contraintes, on rajoute des acteurs, et il faut tout le temps trouver un équilibre entre la recherche, l'action, la participation, et cet équilibre, il est dynamique, donc il faut tout le temps le piloter d'une certaine manière. En même temps, quand ça réussit, c'est extrêmement riche, c'est précieux, et tout le monde en est évidemment extrêmement content. Donc, l'idée, c'est de sans cesse pouvoir à la fois aller sur le terrain et que finalement, et ça on n'est pas habitué en tant que scientifique, que finalement le sujet s'échappe, et puis trouver les manières de quand même lancer le filet pour ramener les choses et pouvoir les structurer avec les gens. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on est en cours, je dirais, d'apprentissage par rapport à ces nouvelles formes de production de connaissances. Alors, en fait, il y a de plus en plus de projets en co-création ou en recherche-action participative. Innoviris a son projet Co-Create. Moi, j'ai la chance de coordonner Voisins d'énergie. Je suis dans un autre Co-Create. Voisins d'énergie, ça consiste à créer des communautés d'énergie à Bruxelles et on travaille avec l'école polytechnique parce qu'on a besoin de compétences de réseau. Value Bugs, Étienne pourrait vous en parler. Là, c'est vraiment du recyclage de déchets organiques en mettant en développement chez soi des larves de mouches soldats, mais ça demande aussi des compétences en biologie, mais on a besoin aussi des citoyens pour faire ça. Brusseau visait
à repenser la gestion de l'eau à Bruxelles. Il y a Phosphore sur les flux de déchets organiques à Bruxelles. Toutes ces questions qui sont extrêmement importantes nécessitent en fait multi-acteurs qui ont de multiples compétences. Alors, il y a de plus en plus de financement pour ça, donc l'université a évidemment intérêt à se positionner là-dedans pour aller chercher évidemment ces fonds, outre le fait que c'est des sujets urgents et passionnants. Mais ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, toutes les compétences de ces gens qui travaillent à l'université sont assez dispersées. On n'a pas d'endroit vraiment où on peut rassembler, capitaliser, systématiser tous les savoirs et méthodes qu'on développe. Un centre qui permettrait d'évaluer la pertinence de ces modèles n'existe pas aujourd'hui. Et on aimerait bien évidemment pouvoir passer à l'échelle, stabiliser les protocoles et dispositifs qu'on a pu développer. Et donc, c'est pour ça qu'on avait créé l'Open Lab avec la VUB. C'était pour essayer de faire ce genre d'opération. Alors, l'Open Lab, il fut un temps où on l'appelait le Brussels Research Open Lab, ça faisait le merveilleux acronyme BROL, donc on allait au BROL voir les collègues. Malheureusement, le nom n'a pas tenu, certains n'aimaient pas, trouvaient que ça ne faisait pas assez sérieux. Or, justement, cette manière dont l'université se présentait vers l'extérieur, en ne se voulant pas trop sérieuse, plaisait plutôt aux associations. Enfin voilà, ça c'est des questions de communication vers l'extérieur qu'il faudra sans doute continuer à travailler. Alors l'Open Lab, ça va être un lieu, c'est encore une coquille vide au sens où on ne sait pas très bien encore ce qu'on va y faire, même si on a plein de projets. Ce sera sur U-Square, là où on travaille déjà avec les collègues de la VUB, depuis 2019, on bricole, on a très peu de financement, c'est beaucoup de bénévolat pour l'instant. On ressent un vrai intérêt de multiples associations à Bruxelles et d'autres collègues. On se rend compte qu'il y a un besoin d'essayer d'articuler en interne les compétences autour de ça, les enseignants autour de ces questions toujours situées. On a pu réaliser déjà en 2001, l'année passée, en septembre passé, une summer school qui a rassemblé des dizaines de personnes d'horizons extrêmement variés. Cette année, en juillet, on a fait la Summer Assembly qui prépare la candidature de Bruxelles, ville européenne de la culture, en 2030. Et là, les projets en cours, c'est voir comment on pourrait faire une économie circulaire du mobilier à l'ULB. Je ne sais pas si vous êtes déjà baladé dans les containers à l'ULB. À chaque fois, vous pouvez trouver qui une chaise, qui un meuble, enfin, alors qu'elles sont récupérables, pourraient être utilisées. L'idée, c'est de pouvoir utiliser en seconde main et recycler l'existant pour meubler U-Square. Voilà. Et donc, ça demande une collaboration avec des designers, les infrastructures comme ressourcerie, et puis le service environnement mobilité. Et tout ça, c'est en train de se mettre en place. On a eu déjà un atelier autour de l'énergie sur les campus. Avec la VUB, ça j'imagine que Michel Huard pourra vous en parler aussi demain, de qu'est-ce que ça voudrait dire utiliser nos propres campus pour voir comment on peut réduire notre consommation d'énergie, quel type d'expérimentation. Dans Slow Heat, juste pour vous donner une indication, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde comment on peut chauffer les corps plutôt que les espaces, et on a des réductions spectaculaires. C'est des autres manières de se chauffer, puisqu'on se réapproprie le chauffage. À l'ULB, ça va être évidemment très compliqué à faire, mais l'intention, c'est d'aller chercher un peu quelques subsides pour voir quels sites expérimentaux on pourrait mettre en place à l'ULB. Une des questions, et moi je vais avoir la chance aussi de travailler à U-Square via un autre projet qui est Positive Energy District. L'idée, ça va être de voir comment on peut faire de U-Square une communauté d'énergie avec les voisins. Donc utiliser les infrastructures énergétiques comme vecteur d'intégration des voisins, de l'environnement à U-Square. Donc il y a vraiment moyen d'utiliser les campus aussi comme Living Lab, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur. Enfin, un autre projet qu'on a, mais qui est encore vraiment à l'état
de projet, ce serait de développer ce qu'on appelle une boutique de science. C'est une mauvaise traduction de l'anglais, de science shop. C'est boutique, on pourrait traduire ça par atelier ou comptoir ou fabrique. La VUB possède déjà une telle boutique de science. C'est en gros, l'idée, c'est que des citoyens ou des associations qui se posent une question, n'ont pas la réponse, s'adressent à l'université, regardent si l'université peut y répondre. C'est un dispositif qui a démarré dans les années 70, surtout d'abord aux Pays-Bas, puis Europe du Nord. Très vite, on s'est aperçu que les bonnes questions, c'était des questions posées par des associations, parce que ces associations avaient travaillé la question. Quand on a affaire à un individu seul qui se demande si, quelle est la pollution de l'air, enfin, on peut assez vite répondre ou renvoyer à des sites. Par contre, un groupe de citoyens qui s'est posé une question, qui a essayé de trouver des réponses et qui n'y est pas arrivé, en général, arrive avec des bonnes questions. Mais il faut encore les transformer en questions de recherche. Ça nécessite vraiment un travail de traduction de la discussion et puis d'identifier dans l'université quel est le prof ou le chercheur ou la chercheuse qui serait en mesure d'encadrer un étudiant qui ferait son mémoire, par exemple, là-dessus. Et ça donne beaucoup de sens aux étudiants qui font leur mémoire là-dessus, sur un tel sujet, parce que tout d'un coup, ils sont ancrés dans une réalité, ils vont aider une association. Ça fait des nouvelles compétences pour les différentes personnes impliquées. Je vous ai mis une série d'arguments en faveur des boutiques de sciences. Et pour moi, ce que moi j'ai appris en suivant les boutiques de sciences depuis déjà un bon bout de temps, je trouve que c'est d'excellents observatoires de la demande sociale en matière de recherche. Donc on a une demande sociale et qui s'exprime de manière, je trouve, toujours plus forte aujourd'hui. Mais quelle est-elle? Comment elle s'exprime? Qui les dicte et sous quelle forme? Toutes ces questions, elles sont importantes pour savoir comment on peut les traiter et être sensible à ce que veulent les associations et les citoyens. Rien de tel qu'une boutique de sciences. Parce que les questions arrivent. Il faut évidemment créer la réputation et la reconnaissance au niveau de la région, mais une fois qu'on a ça, je suis sûr qu'on aura énormément de bonnes questions et de boulot intéressant à faire tous ensemble. Je vous remercie pour votre attention.